Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de mon livre sur l'art d'écouter. Donc il est sorti chez Jouvence, il fait 94 pages, il coûte à peu près 5 euros et je vais vous expliquer ce qu'il y a à l'intérieur, pour savoir comme ça si ça vous intéresse. Donc la première chose, en fait il y a deux grandes parties. La première partie c'est d'expliquer ce que c'est que l'écoute, en fait, en quoi ça consiste et en quoi ça consiste pas. Et la deuxième partie, en fait, l'idée c'est de travailler sur les modalités de l'écoute pour pouvoir l'améliorer. Voilà, donc je ne sais pas si c'est clair, mais je pense que ça le deviendra au fur et à mesure. Donc la première chose, c'est d'expliquer ce que c'est que l'écoute, et peut-être déjà pourquoi écouter c'est si important et difficile. Ce que disait Goethe, en fait, qui avait tout compris, c'est que parler est un besoin, écouter est un art. D'autant plus que on n'apprend pas à écouter, on apprend à parler, éventuellement à écrire, surtout en France, mais on n'apprend pas à écouter. Donc ça nous laisse croire, et ça c'est évidemment mensonger et trompeur, que écouter c'est facile, naturel, et qu'à la limite il n'y a rien à faire, il n'y a pas d'effort à faire. Moi je suis évidemment persuadé du contraire. Donc, qu'est-ce que c'est que l'écoute? Écouter, c'est une manière d'être avec l'autre, et c'est difficile parce que c'est anti-naturel. C'est-à-dire que ça demande un effort, l'effort de laisser la place à l'autre, de laisser le temps à l'autre, en fait, de le laisser parler. Ça suppose de ne pas parler, de ne pas répondre, de laisser l'autre, de laisser la priorité en quelque sorte à l'autre, au moins pendant qu'on écoute, de ne pas lui couper la parole, voilà, et de ne pas préparer tout de suite sa réponse, parce que tout ça, ce sont des attitudes anti-écoute. Donc ça, c'est la première chose, évidemment, à comprendre pour nettoyer un petit peu le paysage et, et pour essayer de comprendre de quoi il est question. J'ai oublié d'ailleurs, je rajouterai que écouter, c'est aussi ne pas chercher à avoir raison. Voilà, parce que beaucoup de gens, en fait, n'écoutent que pour chercher la faille dans l'argument ou la présentation de l'autre, pour essayer de le piéger, de le coincer ou de l'utiliser, et comme le font par exemple certains journalistes avec certains politiques et vice-versa. Et ça, évidemment, c'est le contraire de l'écoute. Voilà, c'est un jeu de... Je sais pas quoi d'ailleurs, c'est un jeu, un piège, un jeu de dupe peut-être, mais c'est pas de l'écoute. Alors, qu'est-ce que c'est que l'écoute? Donc j'ai déjà expliqué que l'écoute, c'était un effort. Ça demande un effort parce que ça n'est pas naturel. L'enfant n'écoute pas, en fait, il parle assez naturellement, il s'exprime en tout cas naturellement, mais il doit réfréner en fait son besoin de parler pour pouvoir écouter. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que écouter, c'est une compétence. C'est-à-dire que c'est un savoir-faire qui s'acquiert et qui se développe et qui aboutit éventuellement aussi à un métier. Puisque écoutant, c'est un métier, ou en tout cas le tronc commun d'une famille de métiers qu'on pourrait qualifier de spécialistes de la relation d'aide. Les gens qui écoutent, en fait, sont en général les psys, les coachs, les médiateurs, les conseillers, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Enfin, toutes ces professions, les assistantes sociales, où on doit écouter vraiment l'autre avant de pouvoir et de devoir peut-être répondre. Donc ça, c'est une chose. Maintenant, en quoi consiste vraiment cette compétence d'écoute? Eh bien, ça consiste dans le fait que on va justement, comment dire, non seulement laisser l'autre parler, mais on va faire quelque chose, bien sûr. On ne va pas penser à ce qui se passe de l'autre côté de la vitre, par exemple, si on a une fenêtre à côté de soi. On va essayer de décoder ce que l'autre dit et ne dit pas. Parce que pour les psys et les spécialistes, écouter vraiment, c'est entendre ce que l'autre ne dit pas. Pas ce qu'il dit avec les mots, mais ce qu'il essaye de dire, ce qu'il voudrait dire, et ce qu'il n'ose pas dire, et ce qu'il n'arrive peut-être pas à dire. Donc c'est ça la vraie difficulté, c'est là où écouter devient un art, évidemment. Et ça suppose non seulement de décoder, mais décoder, c'est à la fois entendre, et c'est aussi observer, puisque la communication non verbale est en grande partie corporelle, donc visuelle. Après, écouter pour moi, c'est aussi chercher à comprendre l'autre. Pour pouvoir, c'est ça, c'est se mettre à la place de l'autre, c'est chercher quelle est sa logique ou son besoin. Donc c'est essayer d'entendre ce qu'il y a derrière. Quel est son besoin, quel est son désir, quelle est sa souffrance éventuellement, quelle est son attente. Donc, et puis écouter, c'est, comment dire, du coup, c'est arrêter ou essayer d'arrêter de juger, de critiquer. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre encore dans cette logique-là?
d'intervenir sur l'autre, en fait. Voilà, de prendre le pouvoir sur l'autre. C'est vraiment lui laisser toute sa place et le laisser au centre de la relation et de lui laisser la possibilité de s'épanouir. Donc voilà. Donc ça, c'est très important et très intéressant, me semble-t-il, de commencer à définir ça. Après, dans ce petit bouquin, en fait, il y a un test ou deux, je crois, mais il y en a au moins un sur ce que j'appelle les attitudes de Porter. C'est-à-dire que Porter, c'était un psy qui était un peu spécialisé sur cette notion d'écoute, et il a défini 6 attitudes, en fait, qu'on adopte spontanément quand l'autre vient nous soumettre un problème. Alors bien sûr, c'est surtout vrai dans les relations tous azimuts, dans les relations interpersonnelles, familiales, etc., où on n'essaye pas forcément d'être professionnel, mais on réagit comme on croit utile de le faire. Le problème, c'est que la plupart de ces réactions sont non seulement inefficaces, mais des fois même contre-productives. Par exemple, des fois, souvent d'ailleurs, quand imaginez que vous soumettiez une de vos difficultés à un de vos proches, ou une souffrance, un blocage que vous avez, c'est presque sûr quand même que la plupart des gens vont vous proposer de faire quelque chose. Ils vont vous dire, mais pourquoi tu fais pas ça? Autrement dit, ils vont vous proposer leur aide, mais sous forme de conseil, qui est en fait une décision. Ils essayent de vous imposer, de vous influencer avec leurs décisions. Et on sait que ça, en fait, c'est ce qui aide le moins l'autre. Voilà, c'est pour ça que souvent c'est renvoyé dans les cordes et ça se passe pas forcément bien parce que celui qui propose ça, il a vraiment l'impression ou l'illusion peut-être d'aider, mais en fait c'est pas du tout aidant. Voilà, bon ça c'est juste un exemple, mais il y a d'autres attitudes évidemment que je vais pas détailler ici parce que j'ai pas envie que ça dure trop longtemps. Donc il y a aussi quelque chose qui est très intéressant, c'est ce qu'on appelle les positions de vie de l'analyse transactionnelle. Donc les positions de vie, c'est tout simplement le fait que par rapport à soi, en fait, on a une image positive ou négative de soi et une image positive ou négative de l'autre. Et quand on combine en fait ces images de soi et de l'autre, on a 4 possibilités. Une possibilité où moi j'ai une bonne image de moi et j'ai une bonne image de vous. Ça c'est l'idéal pour écouter, évidemment. Mais c'est rarement le cas parce qu'on a 3 autres possibilités. On peut avoir 2 images négatives, une de soi et une de l'autre. Dans ce cas-là, c'est les losers associés. Et après, ce qui peut arriver en négatif, c'est j'ai une bonne image de moi et une mauvaise image de vous. Ça, c'est mauvais parce que je vais vous inférioriser d'une manière ou d'une autre. Et inversement, si j'ai une mauvaise image de moi et une bonne image de vous, je vais m'inférioriser et je me mettrai entre guillemets en position basse, en dessous. Et c'est pas forcément c'est pas du tout même une bonne chose pour écouter et pour aider, pour accompagner l'autre. Donc ça, c'est intéressant de vérifier, de clarifier comment vous écoutez, quel est votre style d'écoutant. Après, on peut se poser la question de savoir qu'est-ce qu'on écoute quand on écoute. Donc j'ai un peu évoqué ça tout à l'heure, mais c'est vrai que ça demande peut-être une réflexion. Est-ce qu'on écoute le message ou ce qu'il y a derrière le message, c'est-à-dire l'intention? L'intention, encore une fois, elle est mentale, elle est inconsciente, elle est implicite peut-être. En tout cas, ça mérite à être clarifié. Est-ce qu'on écoute les affects ou les pulsions qui sont derrière? Ça, c'est le côté un peu psy de la chose. Et pour dire les choses plus simplement, est-ce qu'on écoute aussi et tout simplement les besoins et les désirs de la personne? Voilà. Ça peut être 3 pistes intéressantes. Après, sur les modalités de l'écoute, ça c'est la deuxième partie du livre, on peut se demander pourquoi faut-il écouter? Et moi j'ai envie de répondre que on écoute comme on est 3 dans une relation. Il y a 3 raisons d'écouter. Il faut d'abord écouter pour soi, il faut ensuite écouter pour l'autre, et puis il faut écouter pour la qualité de la relation avec l'autre. C'est le 3e personnage de la relation. Donc, écouter pour soi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'intérêt de l'écoute, c'est d'abord pour l'écoutant. Ça lui permet d'obtenir des informations, mais aussi de mieux comprendre l'autre. En fait, ça peut apporter du recul, ça peut apporter du plaisir, ça peut apporter aussi de l'influence. L'autre nous donne des moyens de l'influencer. Donc ça, c'est quelque chose qui est non négligeable. Après, pour l'autre, l'intérêt, bien sûr, c'est que c'est un vrai plaisir d'être écouté, d'être accepté, d'être entendu. C'est tellement rare que c'est presque l'exception est presque une drogue. Donc du coup, c'est vrai que pour l'autre, c'est un bénéfice plus. Mais ce qu'on oublie aussi, c'est que le fait d'écouter, d'être écouté et de s'écouter, c'est quelque chose qui va fluidifier la relation. Et donc ça, c'est évidemment très important et on pourrait dire très intéressant. Voilà. Après, la deuxième question, c'est pourquoi est-ce que c'est si difficile d'écouter? Pourquoi est-ce qu'il y a si peu de gens qui écoutent aussi peu? Et moi, j'ai trouvé une réponse qui vaut ce qu'elle vaut, c'est tout simplement l'ego.
C'est-à-dire l'ego, c'est la volonté d'être important. Et quand on a cette volonté d'être important, on n'écoute pas, on a envie de se faire écouter. On a envie de se valoriser, et en général, on parle et on n'écoute plus. Donc l'idée, c'est de voir quelles sont les modalités de cet ego, comment il va interférer. Et il y en a une que vous connaissez bien, parce qu'elle est malheureusement universelle, c'est le jugement. Quand on se met à juger l'autre, on arrête d'être dans l'écoute, au sens strict du terme, et on utilise en fait à ce moment-là la relation pour se valoriser, pour dévaloriser l'autre, pour satisfaire nos besoins, et on n'est plus en train d'écouter, on est en train de voilà, et on n'est plus en position ok, c'est-à-dire tu vas bien, je vais bien, on est en position je suis ok, tu n'es pas ok. Voilà, donc après il y a d'autres mécanismes évidemment plus complexes ou plus simples. Le plus connu c'est l'interprétation. De toute façon communiquer, écouter c'est interpréter, comme lire, on peut pas faire abstraction de cette phase là. Mais par contre, il y a interprétation et interprétation. Il y a des interprétations qui sont abusives, extensives, qui sont des extrapolations non justifiées. Et bien sûr, c'est à ça qu'il faut veiller, de ne pas tomber là-dedans. Et puis après, il y a d'autres mécanismes comme la comparaison, comme les projections, comme la déformation tout simplement, qui font que, au final, qu'est-ce qu'on a vraiment entendu et compris de ce que l'autre nous dit, c'est pas forcément ça. Voilà. Donc, après, dans une autre partie, je propose en fait un espèce de canevas, une espèce de trame, pour pouvoir conduire un entretien avec ce qu'il faudrait faire, à mon avis, toute proportion gardée. Après, ça dépend évidemment du différent type de relation qu'on a à gérer, selon que c'est professionnel, personnel, etc. C'est pas tout à fait les mêmes règles, mais je pense qu'il y a quand même des choses qui sont comme un tronc commun, en fait, qui sont quand même transférables d'une profession dans une autre. Alors, troisième partie, comment écouter et se faire écouter. Parce que ça, c'est aussi important, évidemment, d'apprendre à se faire écouter. Donc, pour bien écouter, en fait, on a un outil qui est fabuleux. Ce n'est pas vraiment un outil d'ailleurs, c'est plus c'est un travail, une méthodologie, une technique qui s'appelle l'approche centrée sur la personne de Carl Rogers. Carl Rogers, c'est lui en fait qui a classé les différentes thérapies, et en fait qui a essayé plutôt de les classer par famille, et il n'y est jamais arrivé, et il a compris en fait qu'il y avait des différences entre les thérapeutes, mais pas entre les familles. Autrement dit, la différence elle est individuelle, elle n'est pas liée à la famille thérapeutique. Donc c'est la personnalité du thérapeute qui fait que la thérapie avance ou pas, vite ou pas. Et donc il a découvert 3 conditions qui lui semblent nécessaires et suffisantes pour qu'une thérapie évolue. Et ces 3 conditions, vous en connaissez au moins une. La première, c'est l'empathie. L'empathie, c'est la volonté de comprendre l'autre au plus près. À la limite, c'est la volonté de se mettre à sa place. C'est pas la sympathie, c'est pas la fusion, c'est pas tu pleures, je pleure. Ça n'a jamais aidé quelqu'un de couler avec lui, s'il coule. Non, c'est la volonté de comprendre. Donc je ressens ton émotion, mais je ne me laisse pas toucher par elle. Donc c'est très difficile. C'est un peu comme un équilibre un peu instable, parce qu'il ne faut pas tomber ni d'un côté, ni de l'autre, ni dans la froideur, ni dans la confusion. Donc la deuxième, c'est l'acceptation inconditionnelle. Ça, tout le monde est d'accord en principe. Puis quand on a quelqu'un qui exprime des choses qui sont contraires à nos besoins ou nos valeurs, là, il n'y a plus personne. Donc ça aussi, c'est un vrai travail de fond. Et c'est pour ça que la formation de Carl Rogers, ça dure 4 ans, je crois, de mémoire. Donc, la troisième condition qu'il a trouvée, c'est la congruence du thérapeute ou de l'accompagnant. La congruence, c'est quoi? C'est l'authenticité de l'écoutant. C'est-à-dire que quand on écoute, en fait, on envoie quand même des messages avec son corps, avec sa voix, avec des mots, avec des mimiques, des choses comme ça. Est-ce qu'on accepte d'être cohérent dans son expression? Voilà, ça c'est la troisième condition nécessaire et suffisante. Après, il y a les différentes phases de l'écoute. Donc les différentes phases ou les différents aspects de l'écoute, j'en ai évoqué un certain nombre au début. Je vais les remettre dans l'ordre. Donc le premier, c'est le silence, c'est de fermer sa bouche, tout simplement, pour laisser l'autre parler, se vider son sac, entre guillemets. Le problème, c'est que vous connaissez tous, comme moi, des gens qui ne s'arrêtent pas de parler, et des fois, on n'a pas un temps infini non plus à leur consacrer. Donc, on a le droit quand même de les cadrer ou de les recadrer. Et pour ça, il y a 2 outils fabuleux. C'est d'abord les questions, mais ça, j'en parlerai dans un autre livre sur l'art de questionner. Et puis il y a bien sûr les reformulations qui sont un outil méconnu et sous-utilisé dans notre pays et qui permet pourtant à la fois de valider les choses, de vérifier qu'on a bien compris ce qu'on a compris et de permettre éventuellement à son interlocuteur de compléter. Donc c'est un outil absolument fabuleux. Après, j'en ai parlé tout à l'heure,
Une autre comment dire, opération de l'écoutant, c'est de décoder toute la partie non verbale. Donc décoder, observer, ça suppose d'être attentif et d'essayer et d'avoir aussi des outils, des codes peut-être pour essayer de comprendre ce qui se passe, ce qui se dit à travers tiens, la voix, les regards, les gestes et tout ça. Ça, c'est tout un travail, peut-être le travail d'une vie pour apprendre tout ça, mais ça vaut le coup parce que ça permet vraiment d'accéder au cœur de la personne. Et puis, c'est pas interdit quand même de recadrer la personne. C'est-à-dire, des fois, les gens déconnent, des fois, les gens disent n'importe quoi, ou font n'importe quoi, ou pensent n'importe quoi. Et ça peut être intéressant de remettre, entre guillemets, des fois, j'ai vraiment un peu, pour moi, c'est un peu l'exception, mais j'ai pas d'exemple en tête, mais une fois, j'avais une cliente, en fait, qui me racontait que son psy se permettait, en fait, de rentrer, entre guillemets, dans sa vie, et je trouvais ça complètement déplacé. Évidemment, je me suis permis de lui dire ça. Voilà. Un autre exemple, j'avais un client en fait qui avait été quasiment dévalorisé toute son enfance par ses parents et il finissait par trouver ça presque normal. Et je me suis permis de lui dire que le rôle d'un parent, c'est pas de casser ses enfants. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des recadrages sur des choses très simples, très ponctuelles, très objectives, très voilà, choses utiles et structurantes. Et c'est important peut-être de pouvoir le faire. Et puis, bien sûr, la fin de l'entretien, c'est important de pouvoir terminer, clore un entretien, quel qu'il soit. Après, dans une autre partie, j'explique comment se faire écouter. Parce que écouter, c'est bien, mais si on n'est pas écouté, on va finir par se trouver un petit peu déséquilibré. Donc, c'est important aussi d'apprendre à se faire écouter. Et encore pour ça, encore faut-il le demander. Mais peut-être faut repérer d'abord qui est capable d'écouter, repérer éventuellement quand la personne est disponible ou pourrait l'être, est susceptible de l'être. Moi, je pense qu'il faut le demander. Et puis quand on commence à parler, si la personne ne nous écoute pas ou plus, ou pas comme on voudrait qu'elle nous écoute, peut-être il faut s'autoriser à lui expliquer ce dont on a besoin. C'est-à-dire tout simplement de l'écoute, sans conseil, sans avis, sans jugement, sans enquête policière, enfin voilà, juste être écouté, juste être entendu, juste être accepté. C'est ça qui fait du bien en fait. Et puis, si c'est pas possible, faut peut-être prendre le risque d'arrêter l'entretien et de chercher quelqu'un d'autre ou de reprendre rendez-vous avec la même personne, mais dans un autre contexte, à un autre moment où, par exemple, elle sera plus disponible, où elle aura eu le temps de digérer en fait les choses qu'on lui a demandé de faire ou de ne pas faire. Voilà. Donc, si ça vous intéresse, l'art d'écouter, Jouvence, 94 pages, 5 €, disponible partout. Merci de m'avoir écouté.